Inauguré en 1973 dans le quartier de Montparnasse, le musée de la Poste regroupe les collections de l'histoire postale et philatélique française. À la suite de 4 ans de travaux, c'est un musée flambant neuf qui rouvre ses portes en 2019, avec des espaces repensés et une nouvelle scénographie. C'est Didier Filoche, responsable des collections historiques, qui nous accueille pour faire un pas au musée. Le visiteur, lorsqu'il pénètre dans le musée, découvre déjà un musée rénové, inauguré en 2019, suite à 6 longues années de travaux, qui permettent de découvrir un musée de la Poste avec un parcours muséographique complètement rénové, dans un écrin extrêmement lumineux, avec une lumière traversante. À l'aplomb de cet accueil, il se trouve sous ce que nous appelons un totem, qui permet d'embrasser d'une seule vision, en fait, les objets emblématiques des transports postaux, en fait, que sont la pirogue de Guyane, la voiture hippomobile, le vélo de facteur ou encore la nacelle d'un ballon poste du siège de Paris. Le visiteur est invité à regagner les plateaux d'exposition permanente et rejoindre le plateau qui se situe au 4e étage, où là commence la visite des collections par un plateau intitulé « Les hommes et le territoire ». Le visiteur va découvrir comment la Poste a mis en place les moyens techniques, humains, les organisations pour pouvoir transporter le courrier à différentes époques. De l'époque romaine, de l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui en fait. En arrivant, il découvre une carte, la table de Peutinger, qui est une carte schématique figurant l'Empire romain et ses relais de poste. Puis juste à côté, il découvre comment la France a organisé son propre système de poste aux chevaux, et ça jusqu'au XIXe siècle. Ici, nous sommes dans l'espace consacré à la poste aux chevaux. Et dans cet espace, nous avons dédié une vitrine qui fait un focus sur le personnage principal de cette organisation, qui est le postillon. Le postillon est chargé d'accompagner tantôt le courrier, mais plus tard les voyageurs, d'un relais à un autre. Le postillon est équipé d'un uniforme aux couleurs du régime en place. Et ici, il se trouve que c'est la monarchie de Juillet. Donc nous sommes sous la Restauration et ce postillon arbore un costume bleu de roi accolé à parement écarlate. Il est équipé de bottes fortes, qu'on appelle les bottes de postillon. Ces bottes fortes sont des bottes qui peuvent peser jusqu'à 2,5 kg, 3 kg. Sont fabriquées en gros cuir bouilli avec du bois et du métal. Elles sont extrêmement fortes et elles sont prévues pour pouvoir éviter l'écrasement de la jambe du postillon, puisque ce postillon est juché sur le cheval avant gauche de l'attelage, quand c'est une carriole, quand c'est une diligence, mais il peut aussi bien sûr monter le cheval en selle. Cette paire de bottes, avec lesquelles il ne marche pas, est accrochée en permanence sur les flancs du cheval. Elle est extrêmement lourde et lui permet aussi éventuellement de passer les rivières à gué. Le visiteur va découvrir que la Poste a utilisé le train, l'automobile, mais aussi le bateau, bien sûr, le bateau à vapeur, et d'autres moyens, jusqu'à bien sûr la poste aérienne, sans oublier que le message peut être aussi communiqué sous une autre forme que celle du courrier, qui est le moyen de la télégraphie et des télécoms. L'acheminement du courrier par voie ferroviaire est une véritable innovation pour la Poste. À partir de 1845-50, elle permet d'acquérir une organisation dans le travail très efficace, mais aussi de gagner en rapidité dans l'acheminement du courrier. Et tout se fait par le maillage du territoire, c'est-à-dire que dans chaque grande ville, vous avez un bureau-gare, c'est-à-dire
l'ancêtre du centre de tri. C'est-à-dire que pendant que vous voyagez, vous triez le courrier. Une fois que vous arrivez en gare, vous confiez ça à un courrier convoyeur, qui lui-même le donne au responsable de ce bureau gare, qui lui-même va le confier à des gens qui vont l'acheminer par voie de route. Le matériel ferroviaire s'est modernisé bien sûr tout au long du 19e siècle et encore après au 20e siècle, pour en arriver à un mode de transport extrêmement rapide qui est le TGV, mais qui a la particularité justement de ne plus faire de tri pendant le voyage. Le TGV, finalement, n'est qu'un moyen de transporter des conteneurs de courrier pour les acheminer le plus rapidement possible, bien sûr, de Paris à Lyon. Le visiteur, lorsqu'il a terminé le parcours du 4e étage, est invité à découvrir comment la Poste travaille et a travaillé lorsqu'il arrive sur ce plateau, découvre un ensemble de moniteurs TV qui le plonge presque in situ dans les différents aspects des métiers présents à la Poste, qui sont autour de 400. Immédiatement, juste à côté, le visiteur est invité à découvrir en fait ce qui fait le cœur même de la mission, c'est-à-dire à la fois la mission de la notion de service public, mais aussi la confidentialité et la confiance qui est au cœur du métier de la Poste. C'est cette mission qui a été confiée depuis la Révolution à l'institution postale et à la Poste aujourd'hui, au groupe La Poste. Très rapidement, le visiteur découvre le personnage emblématique de ce plateau qui est bien sûr le facteur ou le préposé, comme on l'a appelé pendant très longtemps. Ce préposé, il est préposé aux lettres, c'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de la distribution des lettres. Mais il n'y a pas que le facteur dans les métiers, il y a aussi les gens qui sont liés au transbordement, au tri, à l'acheminement. Ils sont aussi importants que le facteur. Mais bien sûr, le public ne connaît souvent que le facteur ou le livreur, en tout cas, de colis aujourd'hui. Alors ici, nous pénétrons dans l'espace qui est consacré au facteur, mais aussi à la poste aux lettres, puisque finalement, le facteur est chargé de la distribution des lettres. Mais cette idée ne va pas forcément de soi, en tout cas pas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à partir de 1760 que certains financiers ont l'idée de créer ce qu'on a appelé une petite poste. La petite poste consistait donc à recruter des agents qui allaient distribuer pour le compte d'une ville le courrier intramuros. Donc le facteur aux lettres apparaît autour de 1760, même si bien sûr il y a eu des essais, des tentatives un siècle avant. Ce facteur est doté d'un uniforme qui consiste en une blouse de paysan en fait. Il est coiffé d'une casquette de l'administration des postes avec une cocarde. Il arbore son écusson de facteur qui indique sa fonction. Dans cette vitrine, on donne à voir au public à la fois la représentation populaire du facteur sous forme de petites figurines, marionnettes et autres personnages dans la partie basse de la vitrine, dans laquelle on présente aussi les accessoires de la distribution, mais on présente bien entendu, comme vous le voyez, un choix, un certain nombre de jalons de l'uniforme de facteur des postes, de facteurs des PTT, de préposés à la distribution. Donc le rôle du facteur est très important dans la distribution du courrier, mais il manque un objet vraiment essentiel pour l'organisation du service postal, bien sûr. J'ai nommé la boîte aux lettres. La boîte aux lettres est l'élément qui permet, le dispositif matériel qui permet de poster son courrier de manière à ce qu'il soit collecté par les facteurs liés au relevage des boîtes, puis acheminé vers les destinataires.
Parmi cet ensemble de boîtes aux lettres qui n'est pas exhaustif, on peut citer une boîte aux lettres vraiment emblématique, qui est la première boîte aux lettres réellement normalisée, qu'on appelle la boîte aux lettres Moujotte, qui est donc cette boîte en fonte, dans un style 1900. Elle arbore le bleu poste, utilisé au début du XXe siècle. Le dernier étage, peut se visiter d'ailleurs séparément des autres, est consacré aux collections philatéliques françaises. Et ce plateau s'intitule « La Poste, l'art et le timbre ». On présente sur ce plateau une partie infime des 450 000 pièces de philatélique conservées au musée de la Poste. Et notamment, on y présente les maquettes originales qui sont des œuvres d'artistes qui ont permis la création du timbre-poste. On pourra y découvrir les différentes techniques, notamment la taille douce, qui est liée à la gravure du timbre-poste, qui est la partie la plus noble de la création artistique consacrée au timbre. Le musée de la Poste propose un programme culturel riche et varié pour une visite libre ou guidée, seule ou en famille. Le musée propose aussi différents outils afin d'aider les visiteurs en situation de handicap. Avec plus de 1000 m² d'exposition, c'est toute l'histoire de la célèbre boîte jaune qui est racontée dans cet écrin lumineux au cœur de la capitale. Un centre de ressources est également accessible sur rendez-vous pour des recherches historiques ou philatéliques, avec plus de 30 000 ouvrages et 800 titres périodiques. Aujourd'hui labellisé musée de société, le musée de la Poste vous accueille dans ses espaces tous les jours sauf le mardi, de 11 h à 18 h, pour faire un pas au musée.